Bonjour les amis, moi c'est Olivier Chavarenne. Alors vous me connaissez déjà à travers les différentes vidéos qu'on a pu faire ensemble. Je suis consultant immobilier depuis 1 an maintenant chez EXP France. Et salut à tous, moi c'est Elodie. Donc moi je suis conseillère en immobilier dans le Gard, donc plus précisément à Alès pour EXP depuis quelques mois déjà. Dans cette vidéo, nous proposons une définition du syndrome de l'imposteur avant d'aborder comment ce syndrome se manifeste. Enfin, nous offrons des pistes pour gentiment prendre congé de ce syndrome malveillant. On parle du syndrome de l'imposteur, parfois appelé le syndrome de l'autodidacte. Vous avez ce sentiment qui vous suit partout dans votre vie professionnelle. Un jour, vous en êtes sûr, on va vous démasquer. En gros, un beau matin, votre entourage va se rendre compte que vos réussites sont dues à la chance et que vous n'êtes vraiment pas à la hauteur. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Finalement, en fait, ce n'est qu'une question de temps avant que votre entourage ne s'en aperçoive et cela vous angoisse terriblement. Pourtant, vous n'avez troqué ni vos diplômes, ni vos amis, ni votre job contre une pochette surprise. Alors, il est où le problème? Bon, on va voir tout ça ensemble. Emma Watson disait « On dirait que plus je m'améliore, plus mon sentiment d'inadéquation augmente. Et je me dis n'importe quand, quelqu'un pourrait se rendre compte que je suis une totale imposture et que je ne mérite rien de tout ce que j'ai fait. » On voit bien finalement que peu importe ce que l'on fait, peu importe qui l'on est, on peut tous avoir des doutes, tous être touchés par le syndrome de l'imposteur. Alors, tout d'abord, que recouvre cette notion de syndrome de l'imposteur? Est-ce la bonne dénomination? C'est un mécanisme psychique qui crée chez les personnes concernées un sentiment de scepticisme permanent à l'égard de leurs propres valeurs et qui les pousse à attribuer leur réussite à des facteurs externes comme la chance ou le hasard. En somme, si la personne réussit, ce n'est jamais de sa faute. Et oui, ce n'est pas ses qualités personnelles intrinsèques qui sont à l'origine de son succès, selon elle. Le syndrome de l'imposteur donne à celui qui le vit le sentiment de ne pas mériter la place qu'il occupe. Il puise ses origines dans des égos malmenés et dans la nécessité que nous éprouvons de nous comparer aux autres. En gros, syndrome de l'imposteur, c'est le nom que donnent les psychologues à ce phénomène. Il a été dévoilé en 1978 par Pauline Clance et Suzanne Imes. Ces deux psychologues ont étudié 150 femmes, toutes diplômées, qui exercent aujourd'hui des métiers prestigieux et toutes sont reconnues pour leurs compétences. Elles expliquent leur situation par des facteurs extérieurs, par exemple la chance ou encore le hasard, alors que la plupart des personnes qui travaillent au même endroit qu'elles expliquent leur réussite par plutôt quelque chose comme les compétences ou encore leur travail acharné. Ces femmes pensent d'ailleurs qu'on les surestime et donc elles ont peur à chaque instant qu'on les démasque et qu'on se rende compte que finalement elles ne sont pas si compétentes que ce que l'on croyait. Le syndrome de l'imposteur crée un malaise chez la personne concernée et peut provoquer par exemple des réactions disproportionnées. Par exemple, peur d'être démasquées, justement, les victimes se réfugient parfois dans un travail acharné. Elles veulent être parfaites, s'épuisent à la tâche et là on arrive au burn-out, voire au bore-out, ce qui renforce le sentiment d'incompétence et qui, au vu des efforts qu'elles fournissent, va tout droit orienter la personne vers un découragement certain qui, de ce fait, peut aussi entraîner une procrastination. Aujourd'hui, ce syndrome est communément reconnu. Cependant, sa dénomination fait débat. Bah oui, parce que plutôt que de parler de syndrome, ce qui fait référence à une maladie, les psychologues préfèrent parler d'une expérience temporaire. D'ailleurs, le syndrome de l'imposteur ne fait absolument pas partie des troubles mentaux que recense le manuel des diagnostics et des statistiques des troubles mentaux, autrement dit le DSM. Ce livre, le DSM, fait donc autorité auprès des psychologues et des psychiatres. Alors, quels sont les antécédents? Ce syndrome peut être livré à diverses causes, mais il s'ancre bien souvent en nous, dès l'enfance, un décalage trop important entre le regard porté sur les performances à l'école, d'une part, et par la famille, d'autre part, peut ainsi affecter l'estime de soi. Nous pouvons également avoir du mal à nous auto-évaluer si nous avons été survalorisés plus jeunes, et aussi, au contraire, nous avons été victimes de messages répétitifs, négatifs,
provenant de figures d'autorité, un professeur, un membre de la famille ou une autre personne que l'on estime profondément. Mais alors, qui est concerné par le syndrome de l'imposteur ? D'après une étude en 2011, il y aurait quand même 70% de la population qui aurait été confrontée à ce syndrome au moins une fois. Donc on peut dire qu'il ne s'agit nullement d'un phénomène à la marge, mais quand même d'une notion très répandue. En principe, le syndrome de l'imposteur apparaît lors d'une période de transition, quand on se qualifie pour la première fois dans un domaine de compétence. Par exemple, lors de notre premier diplôme ou lors de notre premier emploi. Mais on peut dire aussi que ça peut arriver lorsque l'on change de cursus, lorsqu'on fait un nouveau cycle d'études ou encore lorsque l'on obtient une promotion importante. Est-ce une spécificité féminine? Selon les psychothérapeutes et spécialistes Elisabeth Kadosh et Anne de Montarlot, les femmes seraient davantage sujettes au syndrome de l'imposteur pour plusieurs raisons. Elles subissent déjà en premier lieu une forte pression pour être performantes et donner une bonne image d'elles-mêmes, ce qui peut qu'accroître le manque de confiance qu'elles éprouvent parfois. Le deuxième point est qu'elles sont sous-représentées dans les postes à responsabilité et dans les postes à leadership. Et celles qui y parviennent se sentent plus souvent isolées et exposées à la critique. Le troisième point, et il est assez important, ce sont les clichés. On peut par exemple entendre « oui, mais les femmes ne savent pas négocier, les femmes ne savent pas s'exprimer en public » ou encore « les femmes ne savent pas gérer le pouvoir ». Tous ces clichés peuvent faire énormément douter de soi. Or, selon des études récentes, les hommes seraient tout autant concernés que les femmes. Et oui, on va pas y échapper les amis. Selon la psychologue Sandy Mann, on aurait tendance à faire du syndrome une spécificité féminine car les premières études ont été menées sur les femmes. Et pourtant, des études ultérieures évoquent de nombreux cas d'hommes touchés par ce phénomène. Des étudiants, des universitaires très connus, des hommes d'affaires, des sportifs accomplis, des pères de famille, et j'en passe. Et leur malaise serait tout aussi fort, puisqu'il ne faut pas oublier que les clichés sur la gente masculine, ce serait plutôt qu'ils doivent se montrer forts et ne pas montrer leurs faiblesses. Et en ça, les femmes iraient plus facilement chercher de l'aide, que ce soit auprès de leurs proches ou que ce soit en essayant de faire de la pensée positive, de la psychologie positive. Les hommes, eux, se réfugieraient plus souvent dans des conduites addictives ou chercheraient davantage à éviter la situation. Encore une fois, ce sont des statistiques, c'est une généralité et ce sont des études. Il ne faut pas prendre tout ça comme une vérité absolue pour tout le monde. Alors, quelles sont les manifestations de ce syndrome de l'imposteur? Bien entendu, il existe une multitude de manifestations comportementales et émotionnelles et nous pouvons parler à notre niveau de tendance des imposteurs à ne pas prendre des risques et adopter certaines exigences en matière de confort. Ils tiendront ainsi à préférer des positions ou des postes à bas niveau, non stimulants, par crainte d'être démasqués s'ils se trouvaient dans des situations légitimes en lien avec leur capacité. Deuxièmement, les imposteurs se sentent mal à l'aise avec l'intimité et jugent leurs relations potentiellement instables du fait de leurs inquiétudes. Enfin, le syndrome de l'imposteur peut également se révéler être une cause importante de désaccords, de conflits et de mésententes conjugales. Oui, au sein de la famille, ça a des répercussions également. On peut aussi parler de la volonté des imposteurs de vouloir faire preuve de pertinence, en faisant des activités par exemple pour leur permettre d'augmenter leur connaissances, ce qui leur permettrait de paraître plus compétents dans un domaine. Dans l'optique de se faire accepter par leur entourage, les gens atteints du syndrome de l'imposteur vont avoir tendance aussi à vouloir faire preuve de résonance. Afin de se rapprocher au mieux par exemple de la réalité de son client, la personne peut par exemple utiliser le même langage que ce dernier. Ils vont aussi fournir un effort au niveau de la substance du travail délivré. Il y a là un vrai souci de vouloir bien faire, un vrai souci de productivité pour prouver qu'ils sont compétents. Il existe en fait deux manifestations émotionnelles majeures. La première manifestation qu'on retrouve chez les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur est l'instabilité émotionnelle. En effet, elles éprouvent davantage d'émotions négatives que positives et plus d'émotions négatives que les non-imposteurs. Ces émotions à connotation négative se situe essentiellement autour de la honte, de la culpabilité, des affects dépressifs et anxieux. Et les symptômes dépressifs, justement, parlons-en. Le non-respect de leurs standards de réussite, ou encore la suractivité afin de prouver leurs compétences, ou même l'incapacité de tirer satisfaction de leurs résultats, et le sentiment finalement d'illégitimité constant amène les gens atteints du syndrome de l'imposteur à éprouver des forts affects dépressifs. En gros, plus on réussit, plus on doute.
Alors que finalement, le manque de confiance en soi pourrait décroître à force d'action et de réalisation. On est avec le syndrome d'imposture dans une variante épineuse et perverse. On peut la décrire de la façon suivante. Plus la personne réussit, et plus elle doute de ce qu'elle a accompli. Et c'est bien là finalement que réside la douleur de ce phénomène. Il persiste et il se nourrit ironiquement de toutes les réussites que la personne peut accomplir. Donc finalement, plus le succès est au rendez-vous, et plus le niveau d'anxiété augmente. Et finalement, les preuves extérieures de réussite sont systématiquement balayées et critiquées. Alors, allez-vous me dire, comment s'en libérer, comment réinventer sa vie et laisser le syndrome de l'imposteur derrière soi? Ah, eh bien, pour s'en libérer, bien considérer que douter de soi peut être constructif et légitime, ça évite d'attraper le melon, pourquoi pas, mais lorsque ce doute devient trop fréquent et trop intense, il peut devenir problématique. Le syndrome de l'imposteur est lié à une diminution du bien-être psychologique et de la satisfaction de sa vie. La souffrance des individus résulte ainsi de leur façon d'évaluer et d'interpréter et aussi de réagir face à diverses situations. À titre individuel, premièrement, brisez le silence. Parlez-en à votre entourage. N'ayez pas honte de demander de l'aide. Nous avons tous besoin de l'aide à un moment donné de notre vie et vous pourrez assurément réaliser que vous n'êtes pas seul à faire l'expérience de ce syndrome. 2, et c'est un point extrêmement important, accepter que la perfection n'existe pas. Et vous ne pouvez pas, et il faut l'entendre, être performant partout. Ça n'existe pas. Et c'est heureux puisque grâce à cela, nous faisons des erreurs et nous apprenons de nos échecs. Ou plutôt, de nos expériences. Le troisième point, il est lié au deuxième. Développer une réflexion nouvelle face à la façon de valoriser vos futures expériences pour progresser et surtout essayer autant que faire se peut de distinguer les faits de vos émotions. Les faits, rien que les faits, commissaire Moulin. Et s'il vous est difficile de mettre de côté l'aspect émotionnel, vous pouvez toujours vous appuyer sur l'objectivité d'une personne en qui vous avez confiance. Soyez ouvert et attentif, cela n'aura qu'un seul but, nuancer vos pensées négatives. 4e point, arrêtez de vous comparer à autrui. D'autant plus qu'on a tendance à se comparer à des gens qui sont meilleurs que nous, que ce soit en termes de connaissances, que ce soit en termes de compétences, en termes de réseau, peu importe. Parce que finalement, cela contribue à nous renvoyer une image de nous-mêmes inférieure à l'autre. Mais finalement, chaque personne possède des compétences et des connaissances qui lui sont propres. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes sûrement peut-être le héros d'un ou d'une autre personne. Aimez-vous, c'est sûrement le point le plus important. Apprenez à accepter les compliments. Et oui, ça fait pas de mal. Une petite tape dans le dos, là, c'est bon ça, non? Apprenez à les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des encouragements. Ne vous focalisez pas uniquement sur les critiques, surtout lorsque ces dernières ne sont pas constructives. Et pourquoi pas, notez ces compliments, qu'ils vous soient professionnels ou non d'ailleurs. Toujours y jeter un coup d'œil lorsque vous douterez de vous-même. Passons maintenant à quelques tactiques organisationnelles. 1. Développer son estime de soi et sa confiance en soi. Pourquoi faire cela? Tout simplement parce que développer notre estime de soi nous permet d'agir et de réagir au quotidien avec plus de sérénité. Ça passe par apprendre à se connaître, s'appuyer sur ses points forts, développer sa confiance en soi et apprendre à dire non aux autres. Et surtout, une fois que vous avez fait tout ça, entretenir cette confiance en soi. Nourrir son intelligence émotionnelle. Les émotions ont toute leur place dans l'entreprise et le but ultime est de s'en servir pour alimenter une prise de décision raisonnée. Comment? En comprenant la logique du processus émotionnel. Il est possible de reconnaître ces émotions, de les transformer en critères de décision et in fine en levier d'action. Grâce au développement de son intelligence émotionnelle, il est judicieux d'instaurer une culture de la reconnaissance et de la gratitude qui vont permettre de cultiver un climat de travail positif pour garantir son plein épanouissement. Et voilà, la vie est belle, mes amis. Le 3e point, ce sera développer la culture du feedback à 360 degrés. C'est finalement indispensable. La culture du feedback, ça veut dire quoi? Ça veut dire obtenir des retours sur vous-même, des retours qui vont vous permettre de vous appuyer sur vos points forts. Et bien sûr, il va y avoir des feedbacks constructifs, des feedbacks qui vont vous permettre de vous améliorer. Et ces feedbacks, en fait, vont permettre à chacun d'avoir un socle solide pour éviter justement l'engrenage dont on a parlé tout à l'heure par rapport au syndrome de l'imposture. Finalement, il en va aussi du manager de permettre à chaque collaborateur de s'engager et de progresser vers une meilleure confiance en soi. Il faut aussi sacraliser le droit à l'erreur. L'erreur
peut-être un petit peu stigmatisé. Il faut favoriser le droit à l'erreur qui ne se retourne pas contre les équipes quand l'erreur arrive. Ainsi, vous pouvez vous autoriser à prendre des risques. Si vous faites des erreurs, ce n'est pas que vous n'êtes pas bon. A contrario, c'est sans doute comme cela que vous allez progresser. Oui. Apprendre. On a besoin que vous fassiez des erreurs car elles sont évidemment salvatrices. Qui peut dire qu'il n'a jamais fait une seule erreur? En fait, l'erreur permet d'aller plus loin et surtout de ne pas faire 2 fois la même erreur. C'est juste un très bel instrument pour valider votre progression. Magique, non? N'hésitez pas à nous faire un retour sur cette vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé celle-ci, à la liker, à la partager, à la commenter. Vous connaissez tout ça. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao!